Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi 24 janvier. Au moins 35 morts à l'aéroport de Moscou. Un attentat suicide, le kamikaze, serait de type arabe qui fait également plus de 130 blessés. La présence policière a été renforcée au maximum. Nouvelle manifestation, grève très suivie des instituteurs. L'hostilité au gouvernement provisoire ne faiblit pas. En Tunisie, Nicolas Sarkozy reconnaît l'erreur de jugement français lors d'une conférence de presse consacrée essentiellement à la réforme du système financier et monétaire. Les invités du 19 h, Michel Cantu, dont le rapport a inspiré le chef de l'État, notamment sur la réforme du FMI, et Olivier Ferrand, président de Terra Nova. François Fillon, hostile à la légalisation de l'euthanasie. La société ne peut s'accorder le droit de donner la mort, juge le Premier ministre dans une tribune publiée par Le Monde. Et cela à la veille du débat au Sénat. Sylvie Desmaresco, sénatrice non inscrite du Nord, nous dira pourquoi elle s'oppose au feu vert de la Commission des affaires sociales. Le métro était jusqu'à aujourd'hui la cible privilégiée des kamikazes liés à la rébellion dans les républiques du Caucase. C'est l'aéroport Domodedovo qui a été pris pour cible cet après-midi à Moscou et le bilan est extrêmement lourd ce soir. Thomas Raguet. Sur ces images amateurs, la salle des arrivées internationales de l'aéroport Domodedovo de Moscou. C'est ici que le kamikaze s'est fait sauter. Quelques secouristes s'affairent autour de corps sans vie. Un homme, l'air hébété, semble ne pas avoir bougé, son chariot à la main. Selon les derniers chiffres communiqués par l'aéroport, l'attentat aurait coûté la vie à 35 personnes et fait 46 blessés. Le dernier attentat à Moscou avait fait 40 morts. C'était à la fin du mois de mars dernier, dans le métro de la capitale. Et ce soir, toutes les grandes capitales, mais également l'ONU, l'Union européenne apportent leur soutien à Moscou. Nicolas Sarkozy condamne un attentat odieux. Un peu plus tôt, le chef de l'État avait évoqué le terrorisme lors de sa conférence de presse, réaffirmant la fermeté de la France et justifiant l'intervention récente au Mali, au cours de laquelle nos 2 otages avaient été tués. La Casbah, c'est la Bastille de la Tunisie. Propos aujourd'hui d'un manifestant tunisien inspiré par la Révolution française. Et il réclame, parmi d'autres, le départ du Premier ministre de transition. La rue tunisienne ne désarme pas, alors qu'un remaniement pourrait intervenir demain. Flora Sauvage. La détermination leur colle à la peau. 10 jours après la fuite du président Ben Ali, la contestation populaire est loin de s'essouffler. À Tunis, cet après-midi, des milliers de manifestants ont exigé la démission du gouvernement de transition. Ils veulent le départ des ministres de l'ancien régime. On ne va pas reculer en arrière, on va avancer. Et si on va reculer, ils doivent nous tuer. Ce matin, les policiers ont tiré des grenades lacrymogènes sur les manifestants. Des manifestants qui sont pour beaucoup venus de la campagne et qui campent aujourd'hui sur l'esplanade de la Casbah, aux abords du palais du Premier ministre Mohamed Ranouchi. On vient des régions qui sont très loin, à peu près 340 km d'ici, pour dire à ce gouvernement, laissez-nous choisir celle qui doit nous diriger notre vie. Aux manifestants s'ajoute la grève des instituteurs, un mouvement très suivi dans tout le pays. Mais le gouvernement tout juste nommé tient bon, convaincu qu'il faut rester pour protéger les institutions. À Tunis, on craint de plus en plus un coup d'État militaire pour faire face à une situation devenue incontrôlable. Le chef de l'état-major de l'armée de terre a promis cet après-midi que l'armée se portait garante de la révolution en Tunisie. Et alors que l'on annonce l'arrivée demain à Tunis d'un haut responsable diplomatique américain, Nicolas Sarkozy est intervenu sur les hésitations françaises aujourd'hui, tout en défendant Michel Alliot-Marie, qui voulait éviter plus de drames, a-t-il dit. Le chef de l'État a fait un début de mea culpa sur la position française vis-à-vis de la Tunisie. Il y avait une désespérance, une souffrance, un sentiment d'étouffer dont il nous faut le reconnaître, nous n'avions pas pris la juste mesure. La puissance coloniale, fut-elle quelques décennies en arrière, est toujours illégitime à prononcer un jugement sur une affaire intérieure de l'ancienne colonie. Et vous le savez. Donc je revendique une certaine réserve lorsqu'il s'agit de commenter les événements de pays qui ont été la France
et qu'ils ne le sont plus. Voilà Nicolas Sarkozy lors de sa conférence de presse. Notons encore ce soir que le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur les biens en France de l'ex-président Ben Ali. Le chef de l'État s'est fait pédagogue sur sa présidence du G8 et du G20 lors de cette conférence de presse. Plusieurs séminaires avec les dirigeants du monde entier sont annoncés pour remettre de l'ordre dans le système monétaire ou encore réguler les prix agricoles et ceux des matières premières. Élisée Cardi. Mesdames et messieurs. Pas un mot sur la politique intérieure. C'était le mot d'ordre de cette troisième conférence de presse du quinquennat Sarkozy. Cette fois, le sujet c'était la présidence française du G8 et du G20 qui s'est ouverte en novembre dernier. Un sujet plus technique et moins polémique. Au cours des 2 derniers mois, j'ai consacré beaucoup de mon temps à consulter des chefs d'État et de gouvernement, bien sûr, mais également des organisations internationales, des syndicats, des représentants des entreprises, des économistes, des chercheurs. La France au centre du jeu, mais avec les autres. Le président français flatte tour à tour le dollar américain, la puissance chinoise, mais se place comme moteur de la réforme de la gouvernance mondiale. La France est favorable à une taxe sur les transactions financières. Je sais bien que cette taxe a de grands ennemis ou de grands adversaires sur son chemin. Nous essaierons de les convaincre. Un projet maintes fois évoqué depuis la crise, mais sans effet majeur jusqu'à présent. Sous Sarkozy, le G20 serait aussi vecteur de progrès humain. Il propose un socle de protection sociale universelle. La France ne se résigne pas à ce que les 8 conventions de l'Organisation internationale du travail sur les droits fondamentaux du travail ne soient pas ratifiées par tous les membres du G20. Des annonces de bonne volonté que la France a maintenant moins d'1 an, durée de sa présidence, pour mettre en œuvre, ou au moins créer une impulsion. Voilà, Nicolas Sarkozy promet en tout cas des résultats. On en parle dans un instant avec nos 2 invités. Harlem Désir fustige un exercice d'autopromotion du président de la République. Sera-t-il à présent le président des promesses non tenues pour le monde? S'est interrogé le numéro 2 du Parti socialiste. La nomination au Conseil supérieur de l'audiovisuel par Gérard Larcher, le président du Sénat, de Nicolas About, le président du groupe centriste du Sénat, provoque des remous. Ainsi, Jean Arthuis dénonce une prédation et même un siphonnage délibéré du centre, puisque d'autres sénateurs centristes ont abandonné leur siège ces derniers mois pour d'autres postes offerts. Pour Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste, le choix du chef de file des sénateurs centristes pour le CSA laisse penser que Gérard Larcher et sa majorité ne sont pas si sûrs de conserver le Sénat. Notre débat donc sur le lancement par Nicolas Sarkozy de sa présidence du G8 et du G20. Avec nous Michel Cantu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur général du FMI et aujourd'hui contrôleur des rémunérations des opérateurs du marché, c'est-à-dire les traders, et vous avez les bonus. Les bonus, voilà, qui sont un peu à la baisse, mais qui demeurent à un niveau très élevé dans notre pays comme dans d'autres. Tout à fait excessif. Tout à fait excessif. 3 milliards d'euros, c'est ça oui. Pour la France. Pour les banques qui, rappelons-le, ont été aidées majoritairement par l'État. Avec nous également Olivier Ferrand, le président de Terra Nova, le think tank qui est proche du Parti socialiste. Bien sûr, tous les deux, vous avez écouté le chef de l'État. Vous avez, vous, un privilège particulier, Michel Cantu, car oui, vous avez d'abord été écouté par le chef de l'État qui vous a reçu juste avant le week-end. La présidence du G20, évidemment, est une opportunité politique pour Nicolas Sarkozy dans la perspective de 2012, mais est-elle aussi d'une certaine manière un piège, car afficher de grandes ambitions, c'est se heurter immanquablement à un mur de scepticisme? Écoutez, les ambitions sont fortes, mais les problèmes sont tels que quelques présidents du G20 que ce soit auraient dû le faire. Il y a longtemps que ces questions-là sont sur le tapis, il y a longtemps que les problèmes s'aggravent. Il était indispensable d'aller dans cette direction. Mais alors on a entendu aujourd'hui le chef de l'État annoncer qu'il voulait réguler. On l'a dit, le cours des monnaies, le prix des matières premières, des produits agricoles. Est-ce qu'on ne va pas nous reprocher partout dans le monde de à nouveau céder à notre péché mignon, nous les Français, réguler? Écoutez, ça pour le coup ce n'est pas nouveau. Lorsque la crise a éclaté, et que le G20 s'est réuni pour la première fois d'une manière organisée pour faire face à la crise en novembre 2008, on a trouvé dans le communiqué du G20, toujours ces communiqués tellement longs qu'on ne les lit pas, mais j'ai trouvé là-dedans une phrase
formidable, qui était celle-ci. Il ne doit pas y avoir d'activité financière dans le monde qui ne soit surveillée ou est régulée. Ceci, c'est le discours exactement inverse de celui qu'ont tenu les grandes puissances dans la grande phase néolibérale de l'économie mondiale, et qui était à l'époque: le marché ne se trompe pas, ce sont les gouvernements qui sont le problème, ne régulons pas et, si possible, dérégulons. Donc là, il y a eu en effet un changement copernicien mis en place par le G20 et le président de la République. Donc ce n'est pas une croisade française. Non, elle est multilatérale, elle est le G20 dans son ensemble. Alors il y a loin évidemment des bonnes intentions aux réalités sur les marchés. Vous pourrez à nouveau témoigner sur ce point, Michel Cantu, notamment quand on évoque les nouveaux ravages du turbo-capitalisme avec une spéculation effrénée où tout se joue dans des fractions de secondes. Olivier Ferrand d'abord, est-ce que vous avez goûté à la déclaration de bonne intention et à ce catalogue de belles intentions du chef de l'État? Je vais un peu me démarquer d'Harlem Désir. Oui, c'est toujours pareil. Quand on écoute le discours du président de la République, comme le discours de Toulon il y a 1 an et demi, ou 2 ans, on ne peut qu'être d'accord. Sa volonté de régulation est forte. Je pense qu'elle est réelle. Sur l'agenda qu'il propose, moi, j'ai aucun problème. La question. Alors après, il va l'utiliser politiquement, évidemment. D'ailleurs, des résultats. Non, il sait déjà qu'il va les obtenir. Les résultats, ce sont des résultats formels. Il va organiser des rendez-vous, des événements. Il va organiser un G20 de ministres de l'Agriculture pour parler de la régulation des prix alimentaires. Ce sera en soi un succès, de la même manière que l'Union pour la Méditerranée, qui n'a rien donné, a été un succès lors de la présidence française de l'Union européenne, parce qu'on a organisé à Paris un grand événement et les photos opportunities. Pour accréditer, selon vous, l'idée d'un succès dans le système médiatique et politique actuel, oui. Et évidemment, c'est ce qu'il visera, faire des événements, un G20 des chefs d'entreprise. Voilà. Donc des événements. Mobiliser tous les chefs d'État et de gouvernement. Il confie un certain nombre de chefs d'État. C'est une mission très particulière. Tout ça est le vrai. maître du monde qui distribue un peu les missions. Exactement. Une fois Merkel et le président mexicain. Mais tout ça est vrai, et tout ça, c'est de la gestion politique à l'approche des élections présidentielles. Mais si on met ça de côté et qu'on regarde le fond, parce qu'il y a quand même du fond derrière, il y a juste la régulation des affaires du monde, donc c'est pas rien. Le vrai enjeu auquel va devoir faire face Nicolas Sarkozy, c'est la perte de vitesse du G20. Le G20 a été une institution particulièrement utile pour gérer la crise. Quand tous les pays du monde, en tout cas toutes les grandes puissances du monde, ont besoin de se mettre autour de la table et de prendre des décisions communes pour sauver le système financier en l'occurrence, le G20 est l'instance appropriée parce qu'elle permet de décider vite et d'agir vite. À l'inverse, le G20 est en train de montrer ses limites en phase de gestion normale des affaires du monde. On l'a déjà vu au sommet du Canada, on l'a vu à Séoul en décembre dernier. Quand il s'agit de gérer les affaires classiques du monde hors crise, eh bien, les intérêts des uns et des autres nationaux priment, et le G20 n'est pas une structure suffisamment forte, c'est une structure informelle, sans moyens juridiques, sans moyens financiers, sans même un secrétariat administratif. C'est une institution du président du pays qui préside à travers Nicolas Sarkozy, est-ce que la volonté du président français peut peser dans ce cas-là, Michel Cantu, pour vaincre les égoïsmes nationaux? Elle est indispensable, elle n'est pas suffisante. Je crois qu'elle sera là. Je partage pour partie ce qui vient d'être dit, et assez largement d'ailleurs. Le grand problème de la coopération internationale, c'est que malheureusement il faut des crises pour que des réformes interviennent. Pendant les crises, on réforme un peu. Si les crises sont réglées rapidement, comme ce fut le cas de la crise asiatique il y a 12 ans, on ne réforme plus. Et la prochaine crise vous attend au tournant. Aujourd'hui, le président de la République a donc le défi, avec ses collègues, de réformer profondément, de traiter en fin de crise le problème probablement le plus difficile, qui est la réforme du système monétaire international. Le système monétaire international. Et par-dessus le marché, de donner légitimité et efficacité au G20. Le G20 s'est montré efficace en période de crise. Il montre que l'énergie se dissipe un petit peu. Et par-dessus le marché, sa légitimité est limitée. Il représente 20
on peut dire 25 pays. Il y en a 185. Et donc, il y a une réforme de l'architecture du système que le président a évoqué d'ailleurs en passant, qui consiste à organiser les choses de telle manière que, certes, le G20 soit au sommet, représentant non pas 25 pays, mais 185. Alors là, il s'agit d'instaurer un système de circonscription régionale, de telle manière que chaque pays puisse avoir sa parole. Est-ce que vous avez retrouvé dans son discours aujourd'hui certaines de vos propositions sur le FMI, M. Kantsu? Écoutez, il y a les propositions que mes amis et moi avons présentées des grands experts, sont sur la table depuis très longtemps, et je peux vous dire en toute vanité que je les avais mises moi-même sur la table quand j'étais directeur général du Fonds monétaire international. Il y a 12 autres raisons, mais là, la crise finie, on les a oubliées. Aujourd'hui, on a vu quel est le prix de ne pas s'organiser pour être opérationnel, même en période de surprise totale. Fondamentalement, est-ce que le capitalisme aujourd'hui présente un visage différent d'avant la dernière crise financière et économique? Eh bien, il a le visage d'un grand brûlé, d'un grand sinistré. Et il s'agit de savoir comment, puisque on n'a pas encore trouvé d'alternative à l'économie de marché, comment le réinstaurer, le refonder, diraient d'autres, de telle manière qu'il serve l'intérêt de l'humanité. L'intérêt général, la morale. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a évoqué la morale lors de sa conférence de presse. On sait bien que ça ne fait pas bon ménage avec le fonctionnement économique. On sait bien surtout qu'un système qui n'a pas de fondement éthique robuste s'effondre. Et nous venons de le voir. Et au contraire, le capitalisme d'hier, le capitalisme industriel, était fondé sur l'éthique protestante, avait dit Weber, du capitalisme. Et donc, au contraire, sur des fondements moraux, de travail, industrieux, forts. Et c'est cette infrastructure morale qui est tombée ces dernières années au profit de la jouissance immédiate, des profits sans limite. Et c'est au contraire une modification morale du système qui finalement entraîne sa perte. On voit bien, il n'y a pas de différence de régulation ni de fiscalité entre la France d'il y a 20 ans et la France d'aujourd'hui. Pourtant, les rémunérations des traders, des footballeurs, des grands patrons ont explosé. Est-ce que vous êtes et la différence, c'est la morale. Pour un salaire maximum, Olivier Ferrand, oui ou non? Non, mais pour un écart, pour les contenu, la lutte contre les inégalités, ce n'est pas simplement augmenter le plancher des plus pauvres, c'est aussi maintenir un écart décent entre les plus riches et les plus modestes. Je suis de cet avis. Mais sur un salaire maximum plafonné. Le salaire maximum, je n'en suis pas certain. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'en effet, il faut veiller à ce que les écarts soient aillent dans le sens se rétrécissent, alors que depuis 20 ans, ils ne cessent de s'élargir. Alors, est-ce qu'il faudrait effectivement, comme signe avant-coureur d'une réforme réelle, instaurer une taxe sur les transactions financières? Parce que l'un et l'autre, vous allez me répondre oui, Olivier Ferrand, vous êtes favorable, bien sûr, même si c'est un peu un serpent de mer. C'est un serpent de mer, tout dépend vraiment comment on la définit. Si c'est la taxe sur les transactions financières type taxe Tobin historique, je pense qu'elle est impraticable. D'ailleurs, c'était pas... mais qu'en revanche, une forme de taxation bancaire serait la bienvenue, notamment pour financer un certain nombre de biens publics mondiaux. Je ne pourrais pas mieux dire. Vous êtes assez d'accord sur un certain nombre de points. Excusez-nous. Non, mais je ne critique pas. Michel Kantsu, j'ai envie de vous interroger. Est-ce que vous estimez que les agences de notation sont légitimes? Je pense par exemple à l'agence Moody's qui vient de dégrader aujourd'hui la note de la Tunisie, quand on sait la phase historique dans laquelle est entré ce pays. Comment est-ce que vous réagissez? Je ne sais pas si elles sont légitimes, mais je sais qu'elles ont fonctionné en dehors de toute règle, qu'elles se sont laissées aller à des conflits d'intérêts manifestes et qu'elles ont très mal rendu les services qu'on attendait d'elles. Alors je vous donne la question du nouvelobs.com, notre partenaire, au sujet justement de l'instauration de cette taxe sur les transactions financières. Faut-il, oui ou non, l'instaurer? Vous répondez oui à 88%. Michel Kantsu, vous avez donc rencontré le chef de l'État. Là, comment vous l'avez trouvé? Vraiment décidé à réussir son G20?
Je l'ai toujours, chaque fois que je l'ai rencontré, je l'ai trouvé très décidé, énergique, résolu et réactif. Je l'ai trouvé aussi très soucieux de se préparer dans le moindre détail, d'éviter les conflits idéologiques, d'agir là où l'action est possible, de sortir de la rhétorique. Et ceci est tout à fait important, et j'en ai fait d'ailleurs l'expérience avec le groupe d'amis avec lequel j'ai travaillé pendant 100 jours pour essayer de voir ce que effectivement on pourrait faire. Bien, mais il sait que la partie sera difficile. Il sait que c'est très difficile. Avec nos partenaires européens, mais pas seulement. Il y a les Européens, il y a les États-Unis, il y a la Chine. Mais ce que nous avons cherché à faire avec les grands anciens du système, c'est de démontrer que lorsqu'on se parle dans une atmosphère dépassionnée, que les Américains et les Chinois discutent avec les autres autour de la table, on arrive à des accords qui auraient été autrement considérés comme totalement impossibles. Alors c'est beaucoup plus facile à faire entre vieux sages, si vous voulez, que lorsqu'on est à la table et qu'on échange. Bon, mais néanmoins, la preuve est faite que c'est possible, et il y a un horizon beaucoup plus ambitieux maintenant qui est à la disposition du G20. Oui. Ils en feront. Alors ça va être intéressant parce qu'on va beaucoup voir Nicolas Sarkozy à côté du directeur général du FMI, celui qui vous a succédé, bien des années après votre passage à Washington, c'est Dominique Strauss-Kahn. Ça va être amusant à observer les deux rivaux quand même politiques. En tout cas, sur le plan des affaires de la gestion du monde, ils agissent la main dans la main. Très bien, merci à tous les deux. Nous évoquons un tout autre débat maintenant, le débat sur l'euthanasie, dont la légalisation fera donc demain l'objet d'une bataille politique au Sénat. François Fillon prend position aujourd'hui dans une tribune publiée par Le Monde. Tam Tranui. Officiellement, les sénateurs du groupe UMP sont libres de voter ou non la proposition de loi sur la légalisation de l'euthanasie. Mais la tribune de François Fillon, publiée dans Le Monde, donne le ton. Pour lui, autoriser l'adactive à mourir serait une erreur. Le Premier ministre se montre toutefois très prudent sur ce sujet sensible. En la matière, aucune conviction n'est indigne, l'heure est au dialogue et la précipitation est à proscrire. Mardi dernier, le texte a été adopté de justesse par la Commission des affaires sociales du Sénat, plusieurs UMP et centristes ayant approuvé la proposition de loi et dépassé les clivages partisans. C'est la première fois qu'un texte sur l'euthanasie franchit cette étape. Depuis, les voix se sont multipliées dans la majorité pour inciter à voter contre le texte. La semaine dernière, Gérard Longuet, le président du groupe UMP, puis Gérard Larcher sont montés tour à tour à la tribune. Je ne voterai pas un tel texte pour une raison très simple. C'est que ce texte, qui pose de vraies questions, que je ne considère pas comme illégitimes, vient alors que nous n'avons pas encore totalement mis en œuvre ni évalué la loi Leonetti sur les soins palliatifs. Récemment, plusieurs sondages ont montré que les Français n'étaient pas hostiles à une loi autorisant l'euthanasie et les parlementaires suivent cette tendance. Néanmoins, le texte a très peu de chances d'être voté demain en séance publique par le Sénat. Bonsoir Sylvie Desmaresco, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice non inscrite du Nord. François Fillon écrit dans Le Monde ce soir ne pas avoir traversé l'épreuve terrible de devoir accompagner la fin de vie d'un être aimé. Ce n'est pas votre cas. Non. Vous avez connu cette expérience douloureuse. J'ai connu cette expérience douloureuse à plusieurs reprises et particulièrement avec notre fille. Qui est décédée. Qui est décédée il y a 6 ans maintenant. D'une maladie, Une maladie qui était un cancer du sein. Est-ce que, à ce moment-là, lors de cette période très difficile, l'euthanasie vous a semblé peut-être même à un moment un recours possible ? Alors il est vrai qu'à un moment donné, c'est la question que je m'étais posée, d'arrêter tout traitement. Elle-même l'avait demandé dans des moments de grande souffrance, de grande douleur. Et après les soins palliatifs qui lui ont été prodigués, dont je salue encore le travail qui est fait par les soignants et le corps médical et paramédical, elle a eu un moment certainement de bien-être et de sérénité et a demandé que les traitements soient repris. À partir de là, j'ai compris, avec mon mari qui est médecin d'ailleurs,
combien les soins palliatifs sont importants. Sa vie a été prolongée sans souffrance, en tous les cas. En diminuant énormément les douleurs. Sous contrôle, voilà. Et vous êtes membre de la Commission des affaires sociales, vous n'avez pas voté la proposition de loi légalisant l'euthanasie, hein, le vote qui a relancé ce débat la semaine dernière. Quelles sont vos craintes? Alors, mes craintes aujourd'hui, pour ma part, effectivement, je le redis, je ne voterai pas demain cette proposition de loi. Les craintes, je pense qu'aujourd'hui, la loi Leonetti, et j'en suis presque convaincue, pour en avoir encore parlé avec beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes du corps médical, cette loi Leonetti n'est pas encore assez connue et n'est surtout pas encore assez appliquée. C'est-à-dire qu'on manque de lits encore dans les unités de soins palliatifs. Alors, on manque aussi n'est pas au bout de l'effort. L'effort est encore à persévérer, à continuer. Il y a beaucoup de réponses qui ont déjà été apportées depuis la loi Leonetti, mais je pense que le chemin est encore long. Je soulignerai aussi, ne pas oublier, qu'il y a l'Observatoire Fin de Vie, présidé par Régis Aubry, qui travaille maintenant depuis plusieurs mois sur ce sujet aussi de fin de vie et de soins palliatifs. Et la France, c'est vrai qu'elle est d'une égalité encore de traitement dans tous les départements. On n'a pas les mêmes possibilités de soins palliatifs. Mais aujourd'hui, attendons et laissons le temps à l'Observatoire de se mettre en place, à rendre son rapport et aussi de pouvoir améliorer encore sur l'ensemble de la France le nombre de lits de soins palliatifs. Vous avez évoqué votre fille qui avait demandé l'arrêt des soins à un moment avant de se rétracter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la loi actuelle sur la fin de vie, qui prévoit déjà l'arrêt de l'acharnement thérapeutique, est-ce que véritablement le point de vue du malade est suffisamment pris en compte ? Alors je pense qu'il est suffisamment pris en compte quand tous les médecins et les soignants sont très bien formés à cette loi Leonetti.